Merci de rester fidèles à nos programmes. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 au sommaire de cette édition Macky Sall. Non partant pour 2024, la course vers sa succession est lancée. Plusieurs profils se dégagent. Amadou Ba, Aly Ngouille Ndiaye, Abdoulaye Daouda Diallo, Antoine Félix Diome, les 4 noms qui retiennent l'attention de beaucoup de citoyens. Portraits croisés de ces potentiels successeurs de Macky Sall à la tête de Benno Bokk Yakaar à suivre en début de journal. Dans ce journal également, nous y vont en basse Casamance à la découverte de l'île de Djogé à l'embouchure du fleuve Casamance. L'île est menacée de disparition à cause de l'érosion côtière. Découverte avec nos correspondants permanents dans le sud du pays. Nous parlerons sport également avec l'Afrobasket féminin 2023. Moustapha Gueye a publié une liste de 14 joueurs, 12 l'accompagneront à Kigali. Le coach s'est également expliqué sur la situation de certaines joueuses, objet de polémique. Les détails à suivre dans cette édition. Voilà pour les titres, tout de suite le développement. La succession de Macky Sall, le choix d'un candidat membre de l'APR, des profils se dégagent depuis que Macky s'est retiré et parmi ces profils, 4 ont attiré l'attention de Papa Alioune Sarr qui a réalisé un portrait croisé de ses potentiels successeurs du président Macky Sall. Ma décision, longuement et mûrement réfléchie, est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Il a décidé de quitter le terrain politique à la 20e minute lors de son adresse à la nation. Macky Sall sort, le maître du jeu n'est plus partant sur le banc de l'équipe du parti de l'Alliance pour la République. 4 remplaçants s'échauffent. Premier sur la liste, le premier des ministres, Amadou Ba, un homme 3 ministères, dont celui des sports, le sportif, peut être le nouveau meneur de jeu de ce parti d'après beaucoup d'observateurs. Parcours riche, mais poids électoral pauvre, l'ancien argentier de l'État du Sénégal a perdu les locales et les législatives dans son fief Parcelles Assainies. Jamais 203, dit-on souvent, mais comme le débat sur le 3e mandat est désormais rangé aux oubliettes, la prochaine élection présidentielle pourrait être une exception à cette expression. Lui s'exprime désormais sur les questions agricoles. Mais l'actuel ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire peut semer la surprise. La force à Aly Ngouille Ndiaye, Linguère, un bastion pour le moment imprenable pour l'opposition. Depuis 2012, l'ancien ministre de l'Intérieur est à côté de Macky Sall. Lentement, mais sûrement, il tisse sa toile et pourrait changer l'échiquier politique. Attention également à Abdoulaye Daouda Diallo. Il a été ministre de l'Intérieur à Podor. Abdoulaye Daouda Diallo avance ses pions, les yeux fixés sur le trône de fer. 3 concurrents et un outsider, Antoine Félix Diome. Ses chances sont minimes, mais à l'ère des surprises, il peut aussi jouer sa chance. Et qui sera le prochain président de la République du Sénégal? La question est presque sur toutes les bouches. Et en attendant d'y voir plus clair à la présidentielle de 2024, chaque citoyen mise sur un candidat. La bonne nouvelle pour les Sénégalais en 2024, c'est le règlement définitif de la question du 3e mandat. Reportage Nyanya Dioufnian et Mafalfala. Le discours du président Macky Sall sur sa non-candidature à l'élection présidentielle 2024 ouvre le jeu politique. Beaucoup espèrent que la prochaine échéance électorale sera inclusive et transparente. Ceux qui veulent participer, qu'ils participent dans la démocratie et le respect des normes de notre Constitution. Pour ce monsieur, Amadou Ba est le meilleur profil pour diriger cette coalition. Mais au niveau de Benno Bokk Yakaar, il y a pas mal d'éléments. Il y a Amadou Ba, il y a ses collègues qui sont là-bas, qui sont bien et qui peuvent vraiment le représenter pendant les élections. Certains n'ont pas confiance pour la candidature de Khalifa Sall et de Karim Wade. Je ne suis pas contre Karim Wade et Khalifa Sall. Je leur souhaite d'être candidats en tant que des Sénégalais légitimes. Mais je ne leur fais pas confiance. Ils étaient là et ils n'ont jamais rien apporté au peuple sénégalais. Et aujourd'hui, ils veulent revenir comme si de rien n'était pour encore nous décevoir.
Après l'adresse à la nation de Macky Sall, beaucoup de Sénégalais sont rassurés pour l'élection présidentielle 2024. D'après eux, le Sénégal va enfin retrouver la stabilité qu'il avait perdue depuis 2019. Et justement, Nyanya, lors de cette adresse à la nation, le chef de l'État a annoncé une application stricte de toutes les décisions de justice. Le secrétaire général du syndicat des travailleurs de la justice réagit. Maître Elhadj Ayeboun Malik Diop a applaudi, insiste sur le respect des délais concernant l'exécution des peines pour éviter tout vice de procédure. Il était l'invité de Ken Waskanui sur ITV. Le voici au micro d'Elhadj Malik Cissé. Je voudrais vous dire d'abord que le Sénégal est un pays avancé en matière judiciaire. Nous avons une institution qui a fait ses preuves en tant que système capable de juger au nom du peuple et pour le peuple, et de produire des décisions qui sont de haute facture. Et que ces décisions, une fois prises, seront appliquées et il n'y a pas d'obstacle qui peut s'ériger pour qu'une décision de justice ne soit pas applicable ou appliquée sur le territoire de la République du Sénégal. Le Sénégal a les moyens d'appliquer ces décisions rendues par ces juridictions. L'exécution des peines est formaliste. Il y a des délais et des modalités à observer. C'est surtout en ce qui concerne les décisions pénales et les magistrats chargés de cette exécution, à savoir le ministère public, sont très regardants sur les formalités pour ne pas faire face à des vices de forme susceptibles d'annuler certaines décisions. C'est pour cela que parfois on a l'impression qu'il y a des lenteurs, mais c'est des formalités que ces magistrats observent pour qu'il n'y ait pas de nullité ou de vice. Et un peu plus d'un mois après les attaques contre l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, la directrice générale de la TDS, la télédiffusion du Sénégal, a visité les locaux du CESTI. Après avoir condamné ces violences, elle a remis une enveloppe symbolique de 500 000 francs CFA pour participer à la reconstruction de l'école de formation qui devrait coûter 200 millions de francs CFA. Compte rendu de la visite, Mamseyne Boubabou et Sidignan. Visite de la directrice de la Société de télédiffusion du Sénégal au CESTI. Les traces des violentes manifestations du 1er juin dernier sont toujours visibles sur les lieux. Nafissatou Diouf n'a pas manqué de s'offusquer après avoir constaté les dégâts. D'abord, désolation, inquiétude, mais après un sentiment de révolte. Nous sommes, faut-il le rappeler, dans ce qu'on appelle le temple du savoir. Et par essence, c'est un temple de la paix. Nous nous associons à la douleur qui frappe le CESTI. Nous nous associons à ce sentiment de révolte qui les anime. Une enveloppe de 500 000 francs a été remise en guise de soutien et d'appui pour la réfection de cette prestigieuse école de journalisme. Alors c'est une somme symbolique estimée à 500 000 francs. Comme vous le savez, la Société de télédiffusion du Sénégal traverse en ce moment quelques difficultés financières. Nonobstant ces difficultés, nous nous sommes sentis le devoir de venir contribuer à l'effort de l'État. Le directeur du CESTI, pour sa part, a magnifié ce geste de la TDS qui, malgré ses difficultés financières, a tenu à être à leur côté. Alors, un geste très apprécié et réconfortant dans la mesure où, comme vous le savez tous, nous avons été durement touchés. Quand donc une collègue vient vous témoigner de sa compassion, mais également vous appuie financièrement malgré ses propres problèmes que nous connaissons, ce geste-là est pour nous, au-delà du symbolique, ce geste est très important pour nous. Le CESTI n'a pas été épargné lors des manifestations suite au verdict du procès de Ousmane Sonko contre Adji Sarr. Les pertes sont estimées à 200 millions de francs CFA. Toutefois, le directeur du CESTI affirme avoir bénéficié d'un soutien de 6 millions venant de bonne volonté.
Parlons à présent de l'hivernage 2023. Touba encore sous les eaux, malgré les nombreux travaux d'assainissement qui ont été réalisés. L'équipe municipale rassure les populations qui n'ont plus que leurs yeux pour constater les dégâts. Reportage à Touba, Gourandaklo et Tchernofay. Malgré les travaux d'assainissement entamés par l'État du Sénégal dans la capitale du mouridisme, le problème des inondations persiste encore. Après les premières pluies enregistrées, la cité sainte patauge encore sous les eaux pluviales, d'où l'inquiétude des populations. Touba doit être assaini. Ce que vous voyez là n'est que le résultat des premières pluies. C'est anormal que nous vivons dans ces conditions. ñun waa Touba ay Sénégal lañ ci dëkk bi lañ dëkk dañuy fay li ñuy fay dañ koy fay. waaw lii de moom ñëpp ko gisandoo rek ndox mi taa li ma xam daal mooy kenn ku ci. Chacun doit prendre ses responsabilités. Nous devons tout faire pour évacuer les eaux pluviales car le grand magal se pointe à l'horizon. yàlla lii moom magal gi bañ ko fee fekk ndax lii jaxasoo na loolu daal. Des quartiers entiers encore sous les eaux. Dans la capitale du mouridisme, la saison des pluies rime avec l'inquiétude. De Kernyang à Garbundawa, tout est inondé. Des familles entières quittent leur foyer et elles n'ont même pas où aller. Ce qui se passe à Touba est inadmissible. À cet effet, l'équipe municipale rassure et annonce que des dispositions ont été prises pour soulager les quartiers impactés par les eaux pluviales. La mairie a mobilisé toutes ses équipes. Nous avons déployé de gros moyens pour venir en aide aux nécessiteux. L'État fait également des efforts considérables pour régler la question des inondations. Touba reste sur le qui-vive après les premières précipitations, une situation qui ne rassure pas bon nombre de populations au moment où le 18 Safar sera célébré en plein hivernage. Vous le savez sûrement, les épreuves du baccalauréat ont démarré hier au Sénégal. La série S3, une des séries les plus techniques, n'enregistre pas beaucoup de candidats. À Guédiawaye, par exemple, ils ne sont que 30 à passer le bac. Les élèves connaissent-ils bien cette série et quelles sont justement ses spécificités? Voici la réponse du proviseur du lycée Mandaoua Mbaye. Il est au micro de nos correspondants dans la banlieue. Le bac S3 est un bac technique, mais comme vous le voyez, qu'on commence en même temps que le bac général. Tous les bacs sont serrés, hein, mais le bac S3 a quand même quelques particularités. Ils ont les mêmes épreuves de mathématiques et de sciences physiques que le bac S1, et en même temps, ils font des épreuves pratiques comme le bac T, qui ouvre la voie pratiquement à toutes les écoles d'ingénieurs et à la faculté des sciences, etc. Donc c'est un bac vraiment qu'il faut regarder de très près. Malheureusement, on n'y a pas beaucoup de candidats. Cette année, ils sont au nombre de 31 au total. 31, bon, et vous voyez qu'il y a 0 absent là-bas. Tout le monde est présent parce qu'en général, c'est un bac où on n'a pas beaucoup de candidats individuels. Parce que pour entrer au bac S3, il faut d'abord être bon en mathématiques et bon en sciences physiques. Ça, vraiment, c'est deux conditions qu'il faut remplir. Et avoir une moyenne au minimum égale à 12. Mais dans la pratique, comme beaucoup de candidats se bousculent, en général, on laisse même en rade dans la commission nationale des moins de 14. Il y a des élèves qui se pointent avec une moins de 14 et qui n'ont pas la place. Parce que le nombre de places est limité par les postes de travail et on est obligé de les discriminer sur des bases objectives, en l'occurrence leurs moyens respectifs. Donc c'est un bac très sélectif. Pour lutter contre les injustices sociales, l'État du Sénégal a mis sur pied plusieurs mécanismes de promotion de la protection sociale. À Kolda, les résultats ne sont pas pour le moment satisfaisants et les personnes vivant avec un handicap sont les plus touchées. Explication de notre correspondant à Kolda, Seydou Diatta.
Le gouvernement du Sénégal a certes accompli des progrès considérables en matière de protection sociale, mais peine toujours à endiguer ce que certains, notamment les personnes vivant avec un handicap, qualifient d'injustice sociale. Au niveau de la commune de Kolda, on fait plus de 500 personnes handicapées qui sont régulièrement inscrites, n'est-ce pas, dans nos registres. Et chaque année, le nombre augmente à cause de maladies, à cause d'accidents, etc., etc. Aujourd'hui, au niveau du Sénégal, on a près de 3 millions de personnes handicapées. 3 millions de personnes handicapées, on a édité que 70 000 cartes d'égalité de chance. Sur ces 70 000 cartes d'égalité de chance, on a 25 000 qui ont des bourses de sécurité familiale. 23 000 qui sont impliqués et qu'on prend en charge au niveau de la santé. Je crois que c'est très insuffisant. La stratégie de protection sociale de seconde génération approuvée en 2017 devrait en principe étendre la couverture et assurer un socle minimal aux groupes vulnérables, notamment les personnes vivant avec un handicap. Sauf que l'espoir suscité par la dite stratégie il y a 5 ans commence à céder la place au désespoir. La Fédération régionale des associations de la dite catégorie sociale invite les collectivités locales à appuyer les efforts des gouvernements à travers la formation professionnelle et le développement des activités génératrices de revenus pour promouvoir l'autonomie. Au mot de sport, à présent, Afrobasket féminin 2023, Moustapha Gueye a publié une liste de 14 joueurs, une liste qu'il va réduire à 12 pour la compétition qui aura lieu à Kigali, c'est au Rwanda. Le coach des Lions est aussi revenu sur la situation de certaines joueuses, situation qui fait polémique. Les détails avec Émile Dalissar. Elles seront 14 au Lyon à continuer les préparatifs, mais 12 seront présentes au Rwanda pour l'Afrobasket 2023. Le sélectionneur national Moustapha Gueye revient sur les critères de sélection. La confection de la liste, comme j'ai dit aux filles il y a une heure de temps, elle était difficile mais facile parce que nous avons des critères et nous sommes restés figés sur les critères d'évaluation. Une équipe, c'est d'abord une complémentarité. Une équipe, c'est un talent, c'est une balance, mais c'est la complémentarité dans l'équipe et la polyvalence. Nous avons beaucoup pensé travailler sur la polyvalence. Les dossiers de Lena Timera et de Sierra Jana Ibdilar étaient aussi au menu des débats avec les journalistes. Moustapha Gueye apporte des éclairages. Maintenant pour Sierra et Lena Timera. Sierra, je souhaite vivement que sa naturalisation soit actée. On m'aurait dit que c'est en bonne voie. Elle est une bonne joueuse, très bonne joueuse. Elle est vue au même poste que Lena Timera. J'ai préféré les amener les deux. Et après, au dernier moment, on va choisir la meilleure. Quatrième du dernier Afrobasket 2021 au Cameroun, le défi de l'équipe cette année est d'être sur le podium. C'est le podium. C'est le podium dans le désordre. Je disais aux filles hier que dans leur intervention à la presse, ces 15 derniers jours, elles disaient « nous y allons pour gagner ». Je dis c'est bien que vous ayez en tête qu'on doit, quand on est le Sénégal, on doit toujours aller en compétition pour gagner. On doit se donner les moyens de gagner. J'ai bon espoir qu'on va avoir de bons. Mais au niveau des objectifs, il faut y aller doucement pour protéger cette équipe du Sénégal. Mais chaque match, on ira pour le gagner. La 26e édition de l'Afrobasket féminin se tiendra du 28 juillet au 6 août 2023. Les listes des joueurs de l'équipe masculine du tournoi Pré-Tekio et de l'équipe féminine U25 des Jeux de la francophonie ont été aussi publiées. À la découverte de l'île de Djogé, à l'embouchure du fleuve Casamance, l'île est menacée de disparition à cause de l'érosion côtière et selon les experts, chaque année, plusieurs mètres de côte sont perdus. Les populations tentent tant bien que mal de limiter les dégâts liés à l'érosion côtière. Elles ont même érigé des barricades naturelles pour stopper la furie des vagues. Reportage à Lille de nos correspondants en Casamance, Hassan Ba et Daouda Sambou.
Djogé, cette île située à l'embouchure du fleuve Casamance, a longtemps attiré des pêcheurs de plusieurs nationalités, Ghanéens, Maliens et Guinéens, venus naviguer à peu de frais dans ces eaux poissonneuses. Mais ce qui faisait l'attrait de l'île s'est retourné contre elle. Depuis des années, des palmiers et des cocotiers tombent les uns après les autres. Des maisons et des sites de transformation de poissons sont avalés. Des rizières sont devenues impraticables du fait de la salinisation. L'école primaire a été déplacée, de même le phare à 2 reprises. Une situation qui inquiète les habitants de cette île de Bliss Kassa. C'est plus qu'inquiétant. Nous qui vivons ici, peut-être on pense que nous sommes les seuls à mesurer ces degrés d'inquiétude. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Djogé, on parle de disparition. Djogé n'est plus menacé. Djogé est en train de disparaître. Oui, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que vu le nombre de mètres qu'on perd par an. Donc c'est vraiment inquiétant. D'après des études, Djogé perd 20 mètres par an, ce qui menace l'existence dans l'île. Les populations appellent au secours. Oui, c'est pour dire que c'était catastrophique. Oui, à ce rythme-là, Djogé ne pourra plus tenir 10 ans. Là, nous sommes vraiment conscients de cela, si rien n'est fait. Mais en attendant une solution pérenne, les habitants ont érigé des barricades naturelles à l'aide des défenseurs de l'environnement pour ralentir la furie des vagues. Et sur la place, vous avez vu des épis qui ont été menés, qui ont été entièrement financés en collaboration avec la mairie de Kafountine par les jeunes du Bliss. Et il y a un gars qui nous aide aussi, un certain Français qui se nomme Patrice Savalier, qui a mené ces épis. Il est le premier à mener cette expérience. On a vu que ça ralentit un peu l'avancée de la mer. On s'est impliqué, nous les jeunes du Bliss. Mais cette solution, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan. Selon le maire de Kafountine, David Diatta invite l'État à mesurer la gravité de la situation dans cette zone. Il faut vraiment que les autorités centrales soient beaucoup plus regardants et je dirais même conscients de la réalité de la dégradation de cette zone due au phénomène de l'érosion côtière. Je ne sais pas si vous allez me le permettre. Par rapport à un projet de l'État, Waka, qui doit intervenir dans la zone. Ce que je voudrais dire au ministre de l'Environnement et au coordinateur du programme Waka, connaissant la réalité du milieu de la zone, nous allons soumettre un plan d'action de solutions vraiment durables. Parce que on veut expérimenter par les mesures douces, c'est bien. Mais il faudrait aussi qu'ils comprennent que c'est tellement urgent qu'il faut des mesures assez dures pour faire face à cette situation de l'érosion côtière dans la commune de Kafountine. L'île de Djogé, comme sa voisine Carabane, est particulièrement menacée par l'érosion côtière, un problème récurrent sur toutes les îles de la basse Casamance. Hassan Ba, merci, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet emedia.sn. Bonne suite des programmes.